Luxor, rive occidentale du Nil. La vie des champs n'a pas beaucoup évolué depuis 3500 ans. Mais à l'époque où l'illustre pharaon a fait ériger son temple, le Nil venait jusqu'au pied du monument. Une année a passé depuis que nous avons quitté Christian Leblanc en haut du premier pylône. Nous le retrouvons aujourd'hui avec l'équipe de la mission archéologique française de Thèbes-Ouest qui a débuté le 1er décembre 2019 sa 31e campagne de fouilles afin de poursuivre la restauration et la valorisation du château de millions d'années de Ramsès II, le Ramesséum. On reprend un petit peu, si vous voulez, les travaux de l'année dernière parce qu'il s'agit de continuer un petit peu les programmes qui avaient été entrepris auparavant. Pour pouvoir en fait premièrement obtenir un plan interactif du temple. On va mesurer ce petit tibia et la longueur du tibia par rapport à des abacs va nous donner approximativement l'âge. C'est le dernier puits que nous sommes en train de fouiller cette année. Tous les tombes, la longueur, l'altezza, la lunghezza. C'est le secteur de la chapelle de la Reine Blanche, CRB, qui a été fouillé par Monique Nelson. L'an 5, vin très très bon pour la fête avec une petite erreur. Et espérer y trouver des fragments de sphinx. This is pieces coming from Amenhotep III temple. Alors on n'invente rien, on reproduit ce qu'avaient fait les anciens, les Égyptiens. Actuellement, donc après plus de 10 ans de travail, on a fini l'exploration archéologique, je dirais. Bon, on est dans le secteur qui est plus proche du Ramesséum. Est-ce une coïncidence parce que les objets se baladent aussi? Cette campière est comme ça sur le linteau de l'intérieur de la tombe. J'utilise la forme et les fatries pour identifier les chronologies. Cette année, Christian Leblanc a déménagé son bureau dans la grande salle à colonnes du secteur STI, où il continue la fouille de la tombe de Sé-Été-Pibré, celui qui réjouit le cœur de Ré. Nous avons entrepris cette 31e campagne archéologique. On reprend un petit peu, si vous voulez, les travaux de l'année dernière, parce qu'il s'agit de continuer un petit peu les programmes qui avaient été entrepris auparavant. Donc cette année, il y a des travaux qui vont se dérouler dans le temple proprement dit, bien sûr, le temple de Pierre, le temple de Ramsès II, et puis il y a aussi toute une série de travaux qui sont prévus dans les dépendances du temple, bien entendu, donc les dépendances qui sont en bris de terre crue. Et puis alors il y a aussi le secteur STI dans lequel nous sommes actuellement, il y a dans cette grande salle à colonnes qui est en rapport avec l'annexe du trésor du temple de Ramsès II, et dans cette grande salle à colonnes, finalement, eh bien, se trouvait une tombe du Moyen Empire, celle d'un certain Sé-Été-Pibré, donc un dignitaire du Moyen Empire, datant du règne de Sésostris Ier. Alors cette tombe avait été dégagée la première fois donc par une mission anglaise qui avait travaillé au Ramesséum en 1896. C'était donc l'équipe de Quibble qui avait déjà vu cette tombe pour la première fois, qui en avait d'ailleurs dégagé toute une partie. Alors c'est une fouille donc qui est entreprise depuis cette année. Nous avions pu relocaliser cette sépulture l'an dernier, donc nous avons retrouvé donc l'emplacement de cette tombe. Et là cette année c'est vraiment le commencement du dégagement. Alors c'est intéressant parce que déjà dans la descendrie, il y a toute une série de peintures qui apparaissent, alors qui sont fragmentaires bien entendu, des peintures qui sont faites sur un enduit de limon, hein. Donc ce sont des peintures avec des couleurs assez vives d'ailleurs, et qui montrent que eh bien, ces éléments qui sont en relation avec les funérailles du défunt, eh bien, avaient déjà été en partie vus par l'équipe de Quibble. Et l'état dans lequel on les a retrouvés cette année, eh bien, montre que finalement, il n'y a pas trop de dégradation. Sinon, lorsque l'on arrive un petit peu plus vers l'entrée du corridor. Et bien là, le programme de cette année, c'est surtout déjà de dégager la descendrie. Alors, c'est intéressant de constater déjà qu'elle est très pentue. Elle descend très profondément, si vous voulez, vers la montagne. Donc il va falloir retirer déjà tous les déblais de la descendrie, puis progressivement
s'enfoncer à l'intérieur d'un corridor qui doit faire à peu près une quinzaine ou une vingtaine de mètres. Et qui lui aussi d'ailleurs, bien sûr, est décoré de peintures murales. Donc tout ceci doit se faire évidemment très lentement pour éviter évidemment de détruire ce qui reste du décor. Donc il faut que les ouvriers travaillent vraiment avec beaucoup de précaution. Donc là actuellement, bien, on est surtout en train d'enlever l'épaisseur de déblai jusqu'à la porte de la tombe, qui est d'ailleurs, si vous voulez, indiquée par un linteau rapporté en grès, qui est très 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 épais, et que nous devrons d'ailleurs certainement redresser dans les prochains jours. Mais je pense qu'il est encore un peu tôt là pour le moment. Oui, oui. On va attendre quelques jours qu'ils aient bien dégagé d'abord toute la structure. Parce qu'il y a beaucoup de débris dans la chambre. Oui, oui. Ce n'est pas facile pour continuer le travail comme ça. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, mais ça on va voir demain. Je pense avec Nabil un petit peu ce qu'il va nous proposer comme solution pour qu'il puisse redresser avec un palan le linteau. Inch'Allah. Il y a une petite pièce pour l'original voûte. Oui, parce que la tombe était voûtée. Hein. Il ne faut pas l'oublier, c'était une tombe qui était recouverte d'une toiture voûtée. Jusque-là d'ailleurs, jusqu'à son entrée. Alors c'est vrai qu'il y a toute une partie du décor actuellement peint qui est masquée, aussi bien côté sud que côté nord. Donc c'est des scènes finalement qu'on va découvrir pour la première fois, puisque là, il faut savoir que Quibel n'avait pas enlevé finalement ses parements de ce puits funéraire de la troisième période intermédiaire, et notamment de ce côté sud, là, ce sera probablement, je pense, le catafalque et le sarcophage du défunt qu'on verra apparaître, puisque on voit très bien qu'il est tiré finalement par des hommes ici, et les bovidés, voilà, avec les cordes. Mais ce puits-là, il est intéressant parce qu'il est déjà pris dans la descendrie. Donc il faudra qu'on le vide de nouveau et voir un petit peu ce qu'il nous réserve au niveau des vestiges archéologiques. Donc une tombe qui nous réservera, je pense, encore beaucoup de surprises, vu l'épaisseur des déblais qui sont à retirer et qui n'avaient pas été retirés déjà à l'époque de Quibel. Donc ce qui veut dire qu'une fois que nous allons atteindre le sol de la tombe, eh bien on peut retrouver des vestiges funéraires assez intéressants. Donc ce travail progresse de manière assez, disons, délicate, parce qu'il faut quand même savoir que toutes ces peintures sont sur des enduits qui sont quand même très fragiles, et donc il faut avancer lentement, mais sûrement dans cette tombe, et puis nous espérons que nous pourrons ensuite, une fois qu'elle sera entièrement dégagée, eh bien nous passerons à une autre étape qui sera celle de la restauration. Et comme le craignait Christian, certains fragments du décor mural de la tombe se sont décollés et ont été découverts par les ouvriers lors de la fouille du sol. Alors ça, pour conserver des morceaux comme ça va être très compliqué. Très très compliqué. Mais ça, c'était sur les parois de la tombe. C'était sur les parois de la tombe. Ah ben oui, c'est ça. Tu vois, c'est ces sortes de couronnes-là. Tu vois qu'on les moue, donc ils sont en train d'accomplir cette sorte de danse rituelle. Et si tu regardes la couronne qui est ici, tu vois, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est toute une séquence qui est en rapport avec les funérailles de cet épibré. Et ça, ce morceau-là, c'est clair que ce morceau-là, c'est un fragment de couronne. Ça veut dire que c'est tombé, ça. Ah, ça, c'est triste. Hein. Tu vois, j'ai bien peur que là, dans la tombe, les scènes sont très endommagées quand même. Tu vois, parce que regarde ça, ils viennent de trouver ça hein, dans la tombe. Ben, tu vois ça, finalement, c'est la couronne d'amour. Tu vois? C'est la couronne d'amour. Ah oui. C'est triste, hein. C'était une scène quand même qui était tout à fait originale. Ça. On va avoir beaucoup de difficultés finalement à retrouver les parois de la tombe, hein, quand on voit dans quel état c'est tombé là déjà tout ça. Ok, tamam. Bon bah quel est tamam alors? Voilà. Les fragments seront confiés à Sylvie Ozen, responsable du conditionnement des objets de fouille dans le magasin du site destiné au matériel archéologique. Ça c'est très fragile, c'est entièrement mangé par les termites. On va faire des tests de consolidation justement pour essayer de conserver au maximum ces fragments. Donc une fois que les objets sortent de fouille, ils sont dépoussiérés, identifiés par les égyptologues, enregistrés dans la base de données. Là vous pouvez voir un début de conditionnement et d'essayer de voir justement quel compartiment, quelle taille, quelle forme on va adopter pour le type d'objet qui arrive. Donc c'est grâce à ces réserves en fait qu'on a pu avoir un espace hors poussière, donc ça c'est absolument indispensable au travail qu'on fait,
un espace hors poussière, et aussi elles ont un rôle important pour la régulation du climat, qui est un des facteurs principaux d'altération des matériaux. Donc on a des conditionnements en caisse pour les petits objets et les objets fragiles, et des conditionnements sur soclage pour les céramiques. Des fois on peut avoir des caisses à plusieurs niveaux, comme celle-ci par exemple, ou des caisses simples. Donc on réalise ça avec des mousses en polypropylène, ce sont des matériaux de conservation malheureusement qu'on ne trouve pas en Égypte, qu'on est obligé d'amener de France. Et on réalise pour chaque objet des compartiments spécifiques. Les mousses entre elles ne sont pas collées, donc en fait on les fixe avec des petites aiguilles. Donc on réalise des soclages de cette façon-là, avec cousu au fil nylon, pour pas qu'il y ait de colle non plus, pour que ce soit stable à long terme. Et ici le rangement se fait par secteur, par grand secteur et par année. Alors là je peux vous montrer par exemple le secteur APN, Allée Processionnelle Nord, qui a commencé dans les années 93 avec le dégagement du cavalier de Déblais, puis ensuite l'ensemble des tombes qui étaient ici, on peut voir sur ce schéma, là le cavalier de Déblais qui était là, et il y a une succession de tombes, et donc on a classé ça par tombe, la 1, la 2, la 3 et par année. Donc le deuxième grand secteur qu'on a terminé de conditionner, c'est le secteur de la chapelle de la Reine Blanche, CRB, qui a été fouillé par Monique Nelson. Donc la fouille a commencé en 94 et s'est terminée en 2003. Et là vous pouvez voir aussi donc le type de conditionnement qu'on a privilégié pour les céramiques de grande taille. Donc on a essentiellement des matériaux inorganiques. Ici c'est plus de 95% de tout ce qui sort de fouille, c'est inorganique. Mais aussi on a quelques matériaux organiques, là comme vous pouvez voir là dans les exemples dans cette caisse là, on a du bois, des fibres végétales, du textile, de l'os et des matériaux composites comme par exemple là ces fragments de cartonnage. Donc tout ça a été possible parce que la mission a pu construire dans les années 90 2 réserves de sites. Par le soin qu'elle porte au conditionnement et au classement des objets de fouille dans le magasin du site, la mission du Ramesséum est souvent citée en exemple par les autorités locales du ministère des Antiquités. Comme nous l'a précisé Sylvie, de nombreux vestiges ont été découverts dans le cavalier de Déblais qui entourait le temple sur 3 de ses côtés. Et c'est sur le côté sud-ouest que Jocelyne Autier, Gwenaël Le Borgne et leur équipe ont repris les fouilles de dégagement de ce rempart artificiel érigé par Émile Barrez entre 1903 et 1906. Concernant la fouille du cavalier de Déblais Sud au cours de cette mission 2019, le but à atteindre est le même qu'en 2018, c'est-à-dire descendre au maximum pour atteindre le niveau ramesside, c'est-à-dire l'allée processionnelle qui est cachée par ce cavalier de Déblais. Et espérer y trouver des fragments de sphinx, notamment les parties qui ne pouvaient pas resservir, la tête, les pattes, etc. Ces déblais sont en grande partie issus des voûtes des magasins qui se sont effondrés, des pillages de tombes. Donc on a des perles de résille, on a aussi des ossements, des fragments de momies parfois, même souvent. Ici, nous avons un panier qui sert uniquement à mettre les ossements trouvés et les fragments de linge de momie. Par exemple, ben voilà un bel exemple de sparterie, c'est-à-dire, on peut dire de vannerie aussi. Voilà, ça appartenait certainement à un petit panier. Voilà ce qui subsiste. Donc ça, on le range bien précieusement. Ici, on a des fragments de grès provenant très certainement des sphinx qui bordaient l'allée processionnelle. Voilà aussi ce qu'on appelle les briques de voûte. Ce sont des briques différentes des autres. Si vous voyez derrière moi, il y a une subsistance de voûte
ce sont les magasins de stockage qui étaient voûtés. Entre parenthèses, ce sont les seules voûtes qui subsistent sur site en Égypte. Nous avons des déblais en provenance et du Ramesséum et du voisin, le temple de Thoutmôsis IV. Ils sont différents. Ceux qui arrivent du temple de Thoutmôsis IV sont très fins et ceux qui viennent du Ramesséum sont beaucoup moins fins. Nous descendons par couches successives de 15 à 20 cm de hauteur et en escalier, car on ne peut pas descendre à l'aplomb, sinon ça s'écroulerait. Les déblais fins sont destinés à rester à l'intérieur du Ramesséum et notamment dans la première cour, dont le sol a besoin d'être nivelé, d'être mis à niveau. Là où les déblais ont déjà disparu, on voit apparaître l'allée processionnelle, donc sud, avec le dallage central en calcaire et de chaque côté les emplacements des sphinx. Ces ouvriers sont néanmoins sous la surveillance d'un Raïs qui est à côté de moi, le Raïs Genawi. Kouloutamam. Kouloutamam. Voilà. Nous avons sorti les sacs d'il y a 2 jours. On trouve beaucoup de 18e dynastie, comme on peut le voir ici d'ailleurs à travers cette poterie bleue. Mais on peut se retrouver également avec ce type de vase, qui est un vase en verre en fait, et c'est typique de l'époque 18e, l'époque d'Amenhotep III. On a trouvé beaucoup à Malkata. Parmi les objets de la 18e justement, un peu fins, enfin des objets qu'on peut trouver voilà, plutôt à la 18e dynastie, mais qu'on a également aux périodes postérieures. Mais c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup avec des coupes. C'est quand même inscrit des 2 côtés. Là on a le haut d'un nœud Tit, le nœud donc d'Isis. Et de l'autre côté, on a donc des hiéroglyphes. Alors là, ce qui nous gêne, on en a parlé avec Kevin tout à l'heure, ce qui nous gêne, c'est que ça devrait être les bêtes pères, mais le signe est inversé. Donc bon, là pour l'instant, on va encore étudier. Ce sont les cartonnages de momies? Oui, cartonnages de momies décorés. Et il y a un script aussi. Mais là, par contre, on pourrait retirer quand même la tête. Mais en surface, avec les outils identifiés. Avec les plumes. Un peu complète. C'est une découverte maintenant. Ah oui, mais ça, on voit bien, ça vient d'une perruque de sarcophage, ça. Hein. Oui. Mais c'est toujours aussi, c'est 3e période intermédiaire, ça. Ça, il n'y a pas de doute. C'est comme pour Merson. Oui. Les ouvriers commencent à sortir de nombreux blocs en grès, dont certains inscrits de hiéroglyphes. D'autres découvertes inattendues vont venir perturber le dégagement de la tombe. Le problème de savoir, c'est que quand on regarde un petit peu l'accumulation des déblais, déjà au niveau de la descendrie, et même avant la porte, on voit qu'il y a quand même une très forte épaisseur de déblais. Hein. On a près de 2 mètres. Donc, ce qui veut dire que Kuben n'a pas dégagé ces 2 mètres lorsqu'il a pénétré dans la tombe. Donc il a dû voir les scènes, certainement en hauteur, mais il est possible qu'il y ait un autre registre de scènes, c'est pas impossible. Et en tout cas, il n'a pas dégagé le sol de la tombe. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi encore des vestiges archéologiques. Donc là, c'est des découvertes peut-être qui sont à prévoir dans le futur. Voilà, tout va bien alors? Vous voyez un petit peu les choses là? هذا باب
Les blocs sont provisoirement déposés dans la grande salle à colonnes avant d'être enregistrés et stockés dans le lapidarium du site que nous visiterons plus tard. Voilà, c'est là. C'est ce qu'on avait vu hier, les fragments voilà, qui sont tombés du moule. Alors là, ce que vous venez de voir là maintenant, c'est ça. Donc il y a les pleureuses qui sont là. Il y a les hommes qui tirent la corde. Et puis les bovidés qui sont juste devant. C'est un convoi funèbre, hein, en fait, vers la nécropole, vers la tombe. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a bien vues, donc qui n'ont pas été trop détériorées depuis 1896, c'est-à-dire depuis la découverte de Quibel. Fais-le d'abord tout seul. Non, c'est Ramsès II. Ah oui. Écoute, regarde ce visage. Hein? C'est vraiment, on a vraiment l'impression de se retrouver avec un Ramsès II. Je suis d'accord. C'est vrai ou pas? Je suis d'accord. Hein? Le portrait tout craché. Voilà, ça c'est un ouvrier formidable. Ça fait plus de 40 ans qu'il travaille avec nous. C'est un des meilleurs ouvriers du chantier, sinon le meilleur. Voilà. Mabrouk. Voilà. Alhamdulillah. مدام البلوكور الأول مع مدام البلوكور أيوة أنت راجل كبير في السن بس في نفس الوقت لا راجل ممتاز والله أنت عارف يعني ما فيش اتنين زيك. Le grand avantage de Mohamed, c'est qu'il a formé aussi ses enfants qui travaillent avec tout son chantier. Et il a un de ses fils qui est Haggag, qui sera son successeur, hein, qui vraiment a les mêmes compétences, qui travaille très bien, très méticuleusement. Il travaille à ses côtés d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un chantier difficile et délicat, notamment quand il faut dégager les briques crues, etc. Je trouve que son fils Haggag est sur le même chemin que son père. Formidable. Un ouvrier de grande qualité aussi. Et bien ça c'est bien. C'est quelle période, Christian? Ça c'est toujours... c'est la troisième période intermédiaire, ça. C'est des Shawaptis de la troisième période intermédiaire, donc probablement 22e dynastie. On a un Ouzir. Il a le même nom. Ah oui, c'est toujours, voilà, Shed Men, Hat. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même personnage. C'est un autre aussi. Ah oui. C'est curieux parce que il y a deux graphies, tu vois, différentes, hein, ça même. Tu vois? Regarde, là il est, tu vois, Men Hat. Hat. Et là c'est, tu vois, il est Men N M Hat. Il y avait aussi au programme, bien sûr, la restitution, la matérialisation complète du bas-côté sud du temple de Ramsès II. Nous allons retrouver Éric de Sèvres, Laurent Chazalviel et leurs ouvriers sur le bas-côté sud du temple, appelé aussi secteur BCS. Cette zone prend naissance au niveau de la seconde cour et s'étend jusqu'à la salle dite des litanies. Alors aujourd'hui, enfin durant cette campagne, eh bien, il est prévu de terminer finalement ce travail de matérialisation, de valorisation de tout le bas-côté sud du temple de Ramsès II. Et qui va permettre finalement de donner là aussi une meilleure lecture des éléments architecturaux de cette partie du temple. Il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été menées il y a plusieurs années déjà, et il s'agissait à partir finalement de tous les indices qui avaient été repérés, et notamment des fondations qui étaient conservées, de pouvoir faire réapparaître finalement l'architecture de toute cette partie disparue du temple. Donc on se trouve actuellement sur le bas-côté sud du Ramesséum. On travaille maintenant avec les plans de l'architecte qui ont été, avec ses relevés, qui ont été établis. Et donc, avec tous nos travailleurs, là, eh ben, les blocs ont été avancés, bruts, dans l'état. Comme travaillaient les anciens Égyptiens, les blocs sont mis l'un à côté de l'autre. Les faces jointes, évidemment, sont taillées. Elles sont installées comme ça pour s'implanter grossièrement
sur la fondation. Et ensuite, une fois que les blocs sont alignés, on vient ravaler l'ensemble du mur. Là, on est justement sur les derniers blocs. En fait, on est sur les derniers blocs du bas-côté sud. On va enfin finir cette année. On est très content. Là, ça y est, on a fermé. On a fermé. Donc on peut voir un peu là en détail comment on travaille avec des bastins de bois, des roules d'acier. C'est vrai que c'est ça qui change, hein. On a des roules d'acier pour nous aider à travailler, mais tous les blocs sont avancés comme cela. Voilà. Donc ce que je vous expliquais, ces faces jointes là qui sont taillées l'une et l'autre, et après ces blocs sont amenés jointés. Une fois que les blocs sont alignés, comme ça, on vient faire un tracé, et ensuite on ravale bloc par bloc. En fait, il s'agit de ravaler sur des 15 mètres de longueur, hein. On a essayé même au tout départ de tailler un bloc parfaitement et d'essayer de les aligner les uns aux autres comme ça. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas impossible, mais ça prend un temps fou. Donc en fait, c'est vrai que la technique qu'eux, ils ont essayé d'avancer les blocs en gras et de ravaler une fois en place, eh ben, c'est celle qui semble la plus cohérente, quoi. Alors pourquoi on travaille avec tous ces copains ici là pour bouger ces gros blocs? Parce qu'en fait on n'a pas d'autres moyens ici. Il faut slalomer entre les dallages antiques. On n'a pas les moyens d'accéder avec du levage, des grues, etc. Donc en fait on travaille un peu avec les moyens de l'époque. Le grès, on est à 2,5 tonnes par mètre cube. Donc une pierre comme celle-là, elle fait presque 2 tonnes. Alors là, on est sur des petits blocs, hein. On a posé nettement plus gros, quoi. Mais vous voyez, c'est quand même un slalom pour arriver à poser le bloc là où on l'attend, quoi. Alors là, nous sommes en train de restituer du dallage avec une méthode que l'on imagine similaire à celle qu'utilisaient les anciens Égyptiens. On prend des blocs qui sont fendus en plusieurs éléments d'épaisseur équivalente, environ 20 cm, pour faire des dalles. Et ensuite, on en pose une et la suivante s'adapte à la première. Donc il peut y avoir des encoches, des angles biais et on ajuste chaque pièce de dallage à l'avancement. Alors par exemple, on a posé celle-ci en premier qui était complète. Et quand celle-là est arrivée, pour minimiser les chutes et pas couper cette dalle, on a fait une encoche dans la dalle précédente. Et ce qui donne cet appareillage un peu irrégulier, qu'on pourrait qualifier à la romaine d'opus incertum, mais c'est un dallage pharaonique. Tout ça, c'est du travail, on gaspille rien, quoi. Donc ces blocs, tels qu'on les voit, ils ont été débités, ils nous arrivent en blocs de 1 mètre cube et on les débite avec des coins éclateurs. C'est un grès d'Assouan, proche des carrières pharaoniques de l'époque, proche du Djebel Silsila. Donc après, il s'agit de poser entre les éléments anciens et de remplir, de laisser effectivement, comme vous verrez ici, là, le Ramesséum, c'était donc une nécropole. On a conservé les espaces où il y avait des tombes. Tout ça ont été donc rebouchés et donc comblés et redessinés en terre crue. Alors on n'invente rien, on reproduit ce qu'avaient fait les anciens, les Égyptiens. À 10 h, lors de la pause, chaque secteur de fouille organise son foutour. Les ouvriers se retrouvent et partagent ce qu'ils ont apporté. Souvent, des falafels et du foul. Bon appétit! Merci.
Karim, préposé au service du fameux Shainana, le thé à la menthe, arpente tous les secteurs du temple, le proposant à l'un et à l'autre. Julia. Shukran. Pascal. Shukran. Karim. Tea. For every people. Shukran. Thank you. Il y a tout un travail qui est mené aussi dans les dépendances du temple en terre crue. Alors, du côté sud, il y a un programme qui touche à sa fin maintenant, qui concerne les ateliers du temple, le secteur STF. Guy Lecuyot et ses équipes œuvrent depuis une dizaine d'années au dégagement et à la fouille des salles et de la grande cour du secteur et des ateliers du temple. Et là maintenant on arrive finalement à l'achèvement de ce travail, à la fois de fouille mais aussi de restauration de ce grand quartier finalement qui forme l'angle sud-ouest du Ramesséum. Donc là c'est un secteur sur lequel travaille depuis plusieurs années Guy Lecuyot avec ses équipes. Nous sommes ici dans le grand vestibule d'accès qui permettait donc de desservir un grand corridor qui ouvrait sur une dizaine de pièces identiques et au bout de ce corridor, on accédait à une grande cour. Donc l'idée, c'était d'essayer de découvrir les fonctions de ces différents espaces. Espaces qui, à l'époque, ramesside était accessible par la voie d'allée qui entourait les temples de pierre, mais qui a été isolé à la troisième période intermédiaire du reste du temple. Alors cette partie, elle est quand même particulière parce que les salles, les 10 salles plus le vestibule sont dallées de pierre. Au niveau des fonctions du secteur, on est assuré que dans la grande cour, qui se trouve tout à fait à l'angle donc sud-ouest du temple, on a travaillé la pierre et on a trouvé beaucoup d'éléments qui finalement montrent ce travail de la pierre. Et c'est là qu'on a trouvé un nombre très important, plusieurs centaines de forêts en silex qui servaient donc à creuser les vases en calcite. Donc ces éléments-là étaient fixés au bout d'un ustensile, en fin de compte, qu'on voit représenté sur certains bas-reliefs de tombes, et qui permettait donc, par un mouvement de va-et-vient, de creuser les vases en calcite. Alors, ce qui est curieux, c'est que je vous parle de vases en calcite, mais en fait, la majorité des fragments de calcite travaillés qu'on a trouvés sont des éléments qui sont sciés. Et on voit bien qu'il y avait un outil en cuivre qui devait être utilisé, une lame en cuivre avec un abrasif qui permettait de scier donc ces éléments de plaquettes, énormément d'éléments de plaquettes. Dans les autres outils que j'ai trouvés dans la cour, ce sont des percuteurs en dolérite. Et voilà un petit exemple qui normalement sont censés servir à travailler le granit. Ici, visiblement, je pense qu'on devait se servir de la poudre de l'olérite comme abrasif, justement, pour scier les éléments en calcite. Pour les magasins, les 10 magasins, donc finalement, je n'ai pas trouvé vraiment de vestiges significatifs de leur usage. Alors on a émis une hypothèse qui est tout à fait plausible en fin de compte, c'est qu'il y avait là les ateliers de tisserands du Ramesséum, puisqu'on a dans une tombe de la nécropole un chef des ateliers. Alors les quelques rares éléments qui pourraient être en rapport avec ces ateliers de tissage sont vraiment très peu. Mais finalement, la chose que j'aurais aimé trouver pour assurer cette identification, ça aurait été des pesons. Malheureusement, les pesons, pas de pesons. Pas le moindre peson à l'horizon. On espère beaucoup. C'est ce qui va sortir du cavalier de Déblais. On attend avec impatience des découvertes qui pourraient aller dans ce sens-là. Déjà, ils trouvent quelques éléments qui proviennent de ce secteur et aussi quelques éléments décorés qui proviennent des montants des portes qui ornaient, je dirais, chacun de ces 10 magasins.
Les entrées des magasins étaient décorées donc d'un linteau et des montants en grès dont on a retrouvé quelques fragments. Malheureusement, le site a été largement pillé. Il y a eu un débitage systématique des éléments et ces éléments ont été retrouvés à l'état fragmentaire au pied de certaines portes. Vous avez ici quelques exemples qui montrent un petit peu la richesse de cette décoration. On avait sur le linteau 2 lignes de texte avec les 2 cartouches de Ramsès II. Vous avez ici le titre de Nesut Biti, et sur les montants, vous retrouviez les cartouches. Ici, vous avez un fragment de cartouche vertical avec la fin du cartouche Setepenre, qui se terminait par Méri, en général Méri hymen ou Méri, une divinité. Voilà des éléments de décoration. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que je parlais du cavalier de Déblais en espérant qu'on trouve des autres, c'est qu'il trouve quelques éléments. Et là, on m'a donné il y a très peu de minutes, je dirais, un fragment d'un autre cartouche, en fin de compte, qui est très limité, puisqu'on a juste ici l'arrondi du disque solaire, le bord du cartouche, et puis on voit difficilement, mais qu'il y a des traces de jaune, donc on est bien sur un cartouche comme ça, donc qui a été jeté dans les déblais du monument et qui a l'espoir donc de retrouver encore pas mal d'éléments qui viendront compléter notre documentation et nous aider à mieux comprendre finalement ce qu'était ce secteur STF. Amélie et Julien se perfectionnent à la reproduction de différentes poteries ou fragments découverts dans le secteur STF. Okay, well, I'm drawing some pieces of pottery, some pots that are from different periods, different type of fabrics. No, I don't have glue now, but you can draw it without glue. Okay. It's enough to. Alors, on est dans une de ces 10 pièces où l'on situe les activités de tisserand. Alors, il faut imaginer une pièce voûtée, dallée, comme je l'ai dit, principalement en calcaire, avec ces orthostates, c'est-à-dire ces dalles de grès qui étaient dressées le long des murs et qui permettaient donc de les protéger d'éventuelles projections. Ce qui pose, comme je le disais, un petit problème pour savoir pourquoi on avait besoin de protéger le bas des murs si effectivement il y avait une activité de tissage. Donc il faudrait imaginer, si on fait référence aux représentations dans la tombe thébaine, il y aurait eu 4 métiers à tisser dans chaque pièce, qui supposerait quand même une quarantaine de métiers à tisser dans ces 10 salles, ce qui paraît assez important, assez considérable, si effectivement toutes ces pièces ont été utilisées à cet usage et uniquement à cet usage. Pour donner accès à cet ensemble, qui était donc, comme je l'ai dit au début, qui était fermé par un mur à la 3e période intermédiaire, on a ouvert donc une porte dans ce mur transversal qui condamnait l'accès et qui permettra donc aux visiteurs de venir découvrir cet espace. Actuellement, donc après plus de 10 ans de travail, on a fini l'exploration archéologique, je dirais, et on en est à la phase d'aménagement et de conservation du secteur. Alors là, on a en plein travail notre équipe de maçons, le Bana du Ramesséum, qui est un homme extraordinaire avec son équipe et qui, bien sûr, vient pour nous aider à garder ce monument et à préserver les vestiges. Et là, on le voit qui est en train de placer quelques assises de briques sur la ruine pour effectivement éviter que les assises d'origine s'abîment plus, soient dégradées s'il pleut, ou même par les vents de sable qui abîment beaucoup aussi les vestiges en briques de terre crue qui sont fragiles. Il va pouvoir compléter pendant cette mission peut-être la totalité de ces magasins, ce qui permettra de boucler finalement le travail dans ce secteur grâce à Mahmoud, notre maçon bien-aimé. Vers 12h30, la journée de travail se termine. Le chantier se vide.
et le site retrouvera bientôt son silence. Non mais là je vais le ranger dans le magasin. Alors range-le en vitesse. Je vais vite le ranger dans le magasin. Range-le en vitesse. Voilà. Ils vont fermer le magasin. Oui, ils vont fermer le magasin. Voilà. Oui, c'est vrai. Allez, Julien, Rolien. On se revoit tous quand même. C'est comme Ahmed. Voilà. Choufkoum Bahaden. On se revoit tous plus tard. Mes Égyptiens préférés. Voilà. Les ouvriers repartent à pied, en capoute, en moto, vers leur village voisin de Gourna, Médine Tabou ou bien Elkom. Quant aux membres de la mission, c'est dans 2 taxis Peugeot qu'ils se regroupent afin de rejoindre la maison de Malkata. Qui nous conduit à Malkata. Désert Rose. Joe. Chaque membre rejoint une des 14 chambres de la mission afin de se rafraîchir avant de partager le déjeuner servi dans le réfectoire. Ouais, à table. Hein. Ok, Marc. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est vrai qu'en principe, comment on fait la tôle pour creuser ces galons? Aucune idée. C'est une question. Avec ces petites pattes, j'ai cherché, j'ai pas encore personne là. En fait, tu creuses, mais la terre, elle la met derrière elle. Il pousse. Donc elle rebouche. Ouais, il pousse. Et si, parce qu'il y a une espèce en Australie, ça ressemble à un petit truc, comme ça, c'est une espèce de taupe, mais. Sans poil. Sans poil. Ouais, tu as vu. Oui, j'ai vu, oui. Elles ont des grandes dents. C'est bizarre. C'est tout bizarre. C'est bizarre. Ça sort jamais. Et donc, ça sort. Tu vois la bestiole? Oh! Magnifique. Mabrouk. La chaussée montante de l'extrême droite. Et donc c'est un remblai en fait avec des... Il n'a pas fait pousser ce remblai-là. Parce que comme c'était le seul identité qui détenait tout le quartier, ils avaient interdit que des maisons... Ça va. À 6h30, à la porte du Ramesséum, une centaine d'ouvriers venus des villages voisins attendent l'appel de leur nom par l'un des Raïs de Christian pour pouvoir entrer sur le chantier. Le dégagement de la descendrie de la tombe de Sé et Épibré avance bien dans le secteur STI, mais Christian et son équipe s'inquiètent de la position instable du linteau de la porte. Eric est consulté pour une expertise technique. Donc ici, il n'y a rien qui s'appuie. Si on met un échafaudage... Alors ça veut dire qu'il y a quand même la grosse pierre qui est le linteau là, qui maintient tout ça. Oui, non, j'entends. Mais moi, ce que je pense, là, si je dis qu'il faut un échafaudage, c'est parce que l'échafaudage, il nous permet d'être réactif tout de suite si on a un souci. Parce que s'il y a un risque d'effondrement, quoique ce qui est quand même très curieux, c'est que cette pierre qui est en bas là, c'est 1 mètre de large. Ça veut dire qu'elle maintient tout ce qui est dessus. En tout cas, parce elle est coincée là quand même. Elle est coincée là. Moi, ce que je vois, par exemple,
c'est que là, toute la trope qui s'est échappée du dessous, c'est l'endroit par lequel on va passer la sangle. De toute façon, le jour où on a sanglé... Pour raccrocher, pour reprendre la dalle qui est en bas, qui servirait éventuellement de linteau, tu es obligé que ça soit dégagé, parce qu'il va falloir comment que tu la... moi, avant que ça se soit dégagé, j'aurais trouvé intéressant qu'on ait étayé sur le dessous. Attention, monsieur le plan. C'est quoi le problème, Christian, là? Là, en fin de compte, c'est parce que il y a une coulée et des blés. Bon, tu vois, regarde ça. continue à accélérer. Oui, d'accord, mais... ده كده هنشيل بس وهنا مكسور مش كويس مش جامد الحجر ده مش جامد c'est le porte ce n'est pas ici il continue. Non mais ça c'était dans la tombe de la 12e dynastie. Oui. Mais c'était plus haut, ça s'est effondré tout simplement. Il y a une dawaga. Oui, je sais bien, mais c'est l'entrée de la tombe. D'Al-Matrat, voilà. Mais c'est parce que ça c'était plus haut. Oui, mais ça, mais je l'a dit. C'était l'entrée de la tombe, ça. Mais alors ce qu'il y a, c'est que ça s'est effondré. On voit bien, c'est tombé. Oui, il y a un niveau qui est plus effondré. En dessous, انت عارف في الاول ده الاخر هنا ولسه كده لسه في ماشي ليه؟ لا مش مظبوط. Tu sais, ça dépend, oui. ده مش مظبوط وما مش وستان ده. لا مش مظبوط. لسه ماشي اهو. لا بس هو مش جاي كتير هناك. Faut voir, tu sais. مش جاي كتير. بس انا تفكر زي انت مش عارف ليه وما مش وستان الاجار زي دي. Hein? Je pense que pour être clair, parce que si tu dois toi remonter avec le palan cette pierre-là, pour qu'on puisse la mettre avec un pilier en dessous qui soit vraiment confortable, après, il faut qu'on retire effectivement ce qui est dessus sur la largeur de la pierre. Ça nous permet d'enlever l'ancien étai, de dégager cette partie-là et de pouvoir poser sur le sol antique un nouveau pilier qui permettrait de maintenir, alors à ce moment-là, l'architrave, si tu veux, ou le linteau, droit. C'est une pierre. Ah ouais, c'est qu'un seul bloc. Et donc le palan, ça va lui... Il faut qu'on l'accompagne avec un calage ici. Il ne faut pas traîner à ramener le matériel d'échafaudage. Il ne faut pas aller gratter. Bah, ça, ils peuvent enlever quand même. Voilà. Mais en tout cas, ça, la terre là, attention, elle tient, elle cale quand même tout ça. Oui, elle cale. Il ne faut pas gratter tout ça. Oui, ça c'est donc il faut surtout aller chercher le passage ici pour venir sangler. Comme ça, une fois qu'il est attaché, c'est sécurisé. Cette pierre-là, elle est étrange en tout cas. C'est sûr qu'elle ne peut pas être, comment ça met, ده مش ممكن من الأصل بتاع رمسيس. مش ممكن. هي موجودة خالص. ممكن ده الفونديشن عامل. لا. أنا شايف الفونديشن بتاع العمود. ده حاجة تانية خالص. لا. Il est clair que cette énorme pierre qui donne l'apparence d'être un linteau de la tombe a bougé apparemment puisqu'elle est légèrement penchée et qu'elle risque évidemment de s'effondrer. Donc il va falloir qu'on retire les déblais qui sont dessus et puis après ça voir comment on va pouvoir passer un câble qui permette de pouvoir remonter la partie de la pierre qui est un petit peu tombée. Afin de pouvoir positionner le palan, les ouvriers commencent à dégager le dessus de l'énorme pierre identifiée pour l'instant par l'équipe comme étant le linteau de la porte d'entrée de la tombe de ces Étépibrés. Alors, à côté de ces travaux, voyez-vous, de fouilles et de restauration, il y a encore, évidemment, d'autres travaux qui sont menés et qui sont surtout des travaux d'études. Alors là, il s'agit évidemment de faire appel à des compétences qui sont encore complémentaires à celles des archéologues, des égyptologues, des architectes ou encore finalement des restaurateurs et restauratrices. C'est celle finalement de l'anthropologie. Donc il y a, comme chaque année, si vous voulez, un anthropologue qui est membre de notre mission, qui participe à nos travaux et qui examine au cours de sa présence tous les ossements ou toutes les momies qui peuvent sortir des fouilles du Ramesséum. Donc cette année, le docteur André Mac a tout un travail à faire justement sur un certain nombre d'ossements humains, bien sûr de restes humains, qui proviennent de différentes tombes, si vous voulez, qui ont été dégagées au cours de nos travaux dans la nécropole de la 3e période intermédiaire notamment. Donc j'ai une double mission. J'ai une première mission
qui sera celle de mesurer les ossements humains qui vont sortir des tombes de façon à indiquer le sexe, l'âge, le nombre, les pathologies. Et la deuxième mission que j'ai aussi, c'est que lorsqu'il y a des momies, on peut soit les étudier directement sur le terrain, soit ici dans cette pièce ici qui est un peu particulière, qui est mon laboratoire de plein air. Alors la première chose que l'on fait, c'est qu'on fait un tri des os, de façon à bien repérer les différents individus, par exemple dans une tombe. Quand on a ce tri des os, on va ensuite les nettoyer, puis les mesurer, de façon à obtenir leur taille, en tirer une idée du sexe et en tirer aussi les pathologies. Si je prends ici un crâne qui est que partiel, alors le problème c'est qu'on a souvent des crânes un peu abîmés, ils sont pas complets, quelquefois ils sont complets, enfin bref c'est très variable. Succinctement, donc on va mesurer à partir de points particuliers qu'on a repérés sur les crânes, on va s'amuser donc à avoir des distances de crâne, hein, voilà, et ensuite avec ces différentes distances, on établit des indices qui vont nous donner le type morphologique, par exemple, d'une série de momies ou de crânes dans une tombe. Donc là, j'ai une table particulière, une espèce de planche, de façon à mesurer les fémurs, leur donner leur longueur. On a aussi un petit appareil pour mesurer par exemple ici, le diamètre de la tête fémorale, l'épiphyse inférieure, etc., qui va nous donner toute une série d'indices pour nous indiquer la robustesse ou la gracilité des individus. Donc c'est un petit peu pour voir un peu le morphotype finalement. On m'a ramené cette caisse, voilà, où je me suis retrouvé avec un tas de fragments. Donc le but c'est de repérer les différents fragments, quelquefois d'en faire des éléments complets, mais aussi de repérer les petits os. Voilà, ces petits os, ils sont des os d'enfants. Donc à partir de ces restes, qui sont vraiment minimes, puisque souvent les ossements d'enfants disparaissent plus ou moins dans la fouille, ou ils disparaissent abîmés par la terre, on les mesure. Par exemple ici on a un tibia, on va mesurer ce petit tibia, et la longueur du tibia par rapport à des abacs va nous donner approximativement l'âge. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître donc la mortalité des enfants inhumés ici, et donc le pourcentage de décès d'enfants par rapport à la population. Dans ces tombes du Ramesséum, on a des enfants, mais c'est des groupes de villages ou des groupes humains qui sont placés dans ces tombes. Donc on a à la fois des personnes âgées, on a tous les âges en fait. Hein. Quelquefois on a quelques tombes avec des familles, ça c'est arrivé, par exemple la tombe d'Arsiésis, dont on a fait la publication avec Christian Leblanc, qui là nous montre une famille inhumée avec vraiment, et comme moi j'ai étudié souvent là les squelettes, dans ce cas particulier, j'ai recherché ce qu'on appelle des caractères discrets, qui permet de les discriminer et de dire, ben voilà, lui il y a ce caractère-là qui est exceptionnel dans la population, mais j'ai 7 squelettes et je les retrouve 5 fois sur les 7. Donc il y a une proportionnalité énorme, ce qui nous fait penser que ça peut être les mêmes personnes de la même famille. De même que les caractéristiques anatomiques peuvent nous aider aussi. Donc là c'est plutôt des présomptions. Mais là l'archéologue est vachement important puisqu'il va nous dire, bah oui c'est son oncle, c'est sa sœur, etc. Si je prends la tombe qu'on est en train de travailler, sur laquelle on travaille, la POCN 21, là c'est beaucoup plus complexe puisque les inhumations elles commencent au Moyen Empire et elles terminent à l'époque ptolémaïque. Donc là on va se servir des couches, des strates pour essayer de repérer à peu près les périodes. Là actuellement dans la POCN 21, on a déjà dénombré, en mesurant les ossements, 245 personnes. Donc on retourne et on a découvert à l'intérieur de ce sarcophage donc un enfant qui était encore bandeleté, qui était enfermé dans ses bandelettes. Et mon travail a consisté donc à enlever ces bandelettes pour vérifier ce qu'il y avait. Et j'ai donc constaté en fait l'existence d'un petit enfant dont on a la totalité du squelette. Il y avait une petite boucle d'oreille au niveau de l'oreille droite, hein, enfant d'une dizaine d'années. Alors à partir de là, si vous voulez, moi quand j'ai un squelette complet comme ça, je vais pouvoir mesurer donc sa taille, etc., donner une idée sur son âge. Rarement une idée de sa mort, et j'ai eu un exemple récent où on a trouvé une perforation de la région frontale par un élément pointu qui a défoncé en fait la région susorbitaire d'un enfant d'à peu près 8 à 10 ans. Hein, on a trouvé ça il y a à peu près 8 jours. Donc vous voyez, là on rentre un peu dans une sphère un peu particulière, puisque je vais avoir une obligation, c'est de savoir si l'individu a été momifié, comment il a été momifié, est-ce qu'il y a une excérébration, est-ce qu'il y a des viscérations, est-ce qu'on a utilisé des baumes, est-ce qu'il reste des objets à l'intérieur. Quelquefois on trouve des petits scarabées, on trouve des amulettes, on peut trouver des bijoux, etc., etc. Donc tout ça c'est vraiment à répertorier, hein, et donc ça c'est le côté passionnant de la chose. Et puis ensuite au final c'est de retrouver de la paléopathologie directement sur un squelette complet. Et donc ça peut quelquefois être intéressant de nous expliquer la raison de la mort, ce qui reste exceptionnel malgré tout.
Et je voudrais dire, ce qui est passionnant aussi, c'est que ces gens-là, moi quelque part, en parlant, je les fais revivre. Bien sûr. Donc j'assume leur éternité. Exactement. And today we are on the magazine of the Ramsium, and we have here some limestone and sandstone and granite stone, and we have several pieces from the Jackal, from the Festival Way, and also we have a fragment from Sphinx statue. It was on south side of the temple and the west side of the temple. The idea to make the Magaza on same site make our work very easy to kind of study and take your time for illustration. If the pieces can we show it again to the temple, it is wonderful. We have the statue of the king and the head. Each pieces in him together with same group. This is pieces coming from Amunhotep III temple. It's the crown of the god Sekhmet. Alors pour ce qui concerne le temple de pierre, il y avait un programme qui avait été entrepris l'an dernier qui concernait notamment la restitution de bases de colonnes au devant du palais royal, donc sur le bas-côté, disons, sud du temple. Laurent et son équipe ont repris le travail de restitution de 8 bases de colonnes qui avaient disparu du portique sud de la première cour du temple, afin d'apporter une meilleure lecture architecturale de ce secteur. Donc là, les tailleurs de pierre sont au travail et ont commencé ce travail qui est important, bien entendu. Ici, nous sommes en train de restituer des bases de colonnes du portique du palais royal. Alors on utilise les mêmes techniques que les anciens. Il se trouve que les bases de colonnes sont faites en 2 blocs de très grande dimension. Donc à la machine, on réalise une phase joint pour pouvoir ajuster les 2 blocs entre eux. Ensuite, avec Eric, on fait le premier épanelage, c'est-à-dire qu'on transforme les blocs carrés en un gros camembert. Et ensuite, les jeunes tailleurs de pierre, qui font partie de l'école de taille de pierre de Gournat, finissent les bases de colonnes complètement à la main, avec la méthode dite de l'épanelage, où on enlève de la matière par passes successives, des très gros morceaux jusqu'au plus petit, pour arriver à obtenir les courbes qu'on a relevées avec un gabarit sur les colonnes anciennes. Ça, c'est le bloc au départ. Alors ça, c'est le gabarit qu'on a pris. On en a choisi une, arbitrairement, celle qui nous plaisait le plus. Et donc, ça c'est le bloc au départ. Donc, on dessine le profil de la colonne. Et ensuite, ça c'est la première partie de pierre qui est enlevée. C'est ce que sont en train de faire ces gars-là. Donc, après, ça c'est parti. Après on enlève ce triangle. Après on enlève ce triangle, et on a des épanelages, ça s'appelle, et on arrive à enlever des quantités de pierre de plus en plus petites. Après, l'arrondi se fait à l'œil. Là, c'est du grès assez dur, et toutes les parties brunes que vous voyez, c'est du fer. Enfin, les outils sont moins durs que la pierre, mais avec l'énergie humaine, on arrive au résultat. Et tu penses que vous allez terminer le chantier cette année? Oui, c'est le but. C'est le but, il faut que ça soit terminé cette année. Et ça a été fait en 3 semaines, à 2 personnes. C'est une jolie performance. Alors ça, c'est le travail qui est mené dans le temple proprement dit, avec aussi un effort porté sur la salle hypostyle, parce que vous savez que nous avons quand même un très gros problème à régler avec les pigeons. La destruction en 2006 des maisons des villages de Gournat a privé de nourriture les pigeons sauvages. Ils vont désormais se nourrir dans les champs avant de se poser
envahissant alors les temples jusqu'au coucher du soleil. Et il est sûr que depuis quelque temps, eh bien, ils font quand même des dégâts qui sont causés à l'architecture du temple. Et donc là, cette année, on a prévu de faire un premier nettoyage des colonnes et des chapiteaux de la nef centrale de la grande salle hypostyle. Petit à petit, eh bien évidemment, ces pigeons causent d'irrémédiables dégâts qui sont quand même dangereux finalement pour les éléments conservés de l'architecture et surtout des couleurs qui sont encore conservées sur les éléments de l'architecture. De nombreux procédés ont été tentés auparavant pour remédier à cette présence des pigeons dans la salle hypostyle. Mais tous ont malheureusement échoué. En dégageant les déblais accumulés au-dessus de l'énorme pierre considérée comme le linteau de la porte de la tombe de Seet Epibré, les ouvriers ont découvert un autre bloc, très imposant. L'ouvrier continue le travail pour regarder le linteau. Et il y a un autre problème maintenant pour cette grande pierre. Cette grande pierre est comme ça sur le linteau de l'intérieur de la tombe. Pour continuer le travail, l'ouvrier maintenant s'est transporté les pierres et après, Inch'Allah, continuer le travail. Avec Hag Mohamed, c'est le chef de l'ouvrier, le chef de travail ici. وينكم؟ ها توكلنا على الله يا خش خبيت انت ايوه ثواني وينكم يا عرب ارجع فرق طيب بس حط يدك ثواني اهو اهو لهمش يشدوا دول مش هيقوم سيبوه دول مش هيعرف بنظام الحبل يا فراش. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas très bien parce que ça ne vient pas des fondations. بس يا سيد بس خلاص هات لا هنا هنضلوا برا دور فيه عايز ابحر هناك ايوه هات يا سيد Mais nous continuons le travail pour découvrir l'autre chambre de la tombe. D'accord? Si. Et du côté nord, là c'est dans les secteurs, si vous voulez, qui n'ont jamais été prospectés jusque-là. Donc les secteurs STG, où il y a des fouilles à mener dans ces magasins, donc qui ne sont pas encore identifiés pour le moment. Depuis 2017, Tommaso Quirino, Anna Consoni et leurs collègues italiens et égyptiens fouillent les dépendances en briques crues et les tombes aménagées plus tardivement dans les secteurs nord-est, STL et STG. On ne sait pas quelles sont les denrées qui étaient conservées dans ces magasins. Donc ce sont les fouilles qui sont menées actuellement qui vont permettre probablement de les identifier. Mais il y a aussi tout un travail de fouilles qui concerne des tombes qui ont été aménagées beaucoup plus tard, et notamment à la troisième période intermédiaire. Quel est le but de ces fouilles? C'est surtout de comprendre quelle était la fonction de cette salle. Pourquoi? On savait que vers l'ouest, il y avait des magasins pour le stockage de l'huile, de vin, du miel. Mais ici, on n'a pas des objets de fouilles précédents qui nous disent qu'est-ce qui s'est passé ici. On sait d'autre part que toutes les salles des annexes économiques du Ramesséum ont été réutilisées dans la troisième période intermédiaire comme des chapelles funéraires, comme des concessions funéraires. Et donc, on a trouvé à nouveau des tombes, pas dessinées par Kibel ou par Parez, donc nouveaux, et qu'on a compris qu'il était déjà fouillé, pourquoi il n'y avait presque rien. En tout cas, nous avons trouvé quelque chose, des petits objets qui nous permet de dater ces tombes. En particulier, on a trouvé surtout des petits chaptis en terre cuite ou en faïence, mais on a trouvé aussi les traces des tranchées des fouilles du passé.
Et dans ces traces, dans le remployage de cette tranchée, aussi des boîtes de sardines, et ça peut être les anciens Français mangés par les anciens fouilleurs, ça peut être dans les périodes de Barèse. Mais aussi quelque chose encore en place, jusqu'ici, il y avait un petit puits avec 2 mètres de profondeur, et à côté, 3 vases complètes, et avec un petit bol complète. Et c'était un dépôt de mumification. Anna Consoni participe également à la fouille des dépendances nord du temple. Ses compétences d'égyptologue, mais aussi de céramologue, sont particulièrement appréciées pour les études effectuées dans le temple et notamment dans ce secteur STG. Je travaille avec Tommaso, avec l'équipe des Italiennes dans ce secteur de Ramesseum. Je travaille sur les matériaux et en particulier sur la poterie qui sort des différentes couches stratigraphiques. Et je suis en train de travailler sur l'amphore. Il y a beaucoup de fragments d'amphores locales et importés. Dans le secteur STG, on retrouve une abondante production de poterie dont les contextes de découverte, mais aussi les formes et les pâtes, constituent des critères de datation. Il y a beaucoup de formes différentes, des plats, des... Allongés comme ça. Oui, ce sont des plats. Oui, plats. Oui, j'utilise la forme et les fatteries pour identifier les chronologies et aussi pour comprendre mieux l'usage des différentes salles. Dans ce secteur, nous avons des poteries par le début de la 18e dynastie, quelque chose de très petit. Il y a beaucoup de ramessides et beaucoup de 3e période intermédiaire. Et il y a aussi des ptolémaïques poteries et aussi des coptes. Nous avons une longue occupation sur ce secteur comme sur les Ramesseum tout. Donc nous sommes maintenant dans le secteur STG et nous sommes en train de faire le même travail qu'on commençait sur le secteur STL, c'est-à-dire dégager, fouiller les salles qui sont à côté de grands couloirs de distribution, pas des niveaux ramessides, pas de dallage, pas de sol ramesside, mais nous allons trouver des nouveaux puits. Dans cette salle, c'est le premier que nous avons dégagé l'année dernière et fini cette année. Ici, ce sont quatre tombes. Sont 2 puits funéraires, une troisième au milieu entre les deux et en connexion avec le second, le deuxième, et un petit niche, ça peut être, c'est une petite tombe qui a l'espace jusque pour la dimension d'un sarcophage, ça peut être, mais vide, encore une fois. Dans la troisième salle, il y avait encore 2 puits. Nous avons déjà fouillé, donc nous sommes en train de reconstruire, nous avons terminé toute la documentation avec des relevés 3D et on parle en tout cas de puits avec 5 mètres à peu près de profondeur et une seule chambre funéraire d'à peu près 2 mètres pour 3. C'est le quatrième salle que nous avons dégagée avec un autre puits déjà fouillé cette année et nous sommes en train de fouiller le dernier de ces petits morceaux de secteur. Donc c'est le dernier puits que nous sommes en train de fouiller cette année. Nous sommes dans le secteur STG, la salle 14. Cette puits a une profondeur de plus ou moins de 4-5 mètres. Et la chambre, nous sommes déjà entrés dans la chambre en dimension à peu près de 3 mètres pour 4. Pour l'instant, nous n'avons encore pas trouvé des choses, des mobiliers funéraires, mais seulement quelques uchaptis en terre cuite avec de la couleur bleue et de petites décorations. Et c'est très peu, mais ça peut-être qu'on aura des informations pour dater cette tombe. خلاص خلاص انزل لما خالد المدير نازل خلي بالك يا مدير توقع بكيفه
يا ولد الصوت الصوت عندكم. Donc la géologie de cette tombe est toujours la même dans ce secteur du Ramesséum. Le puits est creusé dans le pied de la montagne, c'est un conglomérat. Au-dessus, ils ont construit en brique la bouche, l'entrée du puits pour tenir le blé qu'il y a dessous. Et après le conglomérat, il y a de la ramla, c'est de la sable, mais c'est pas beaucoup solide. Donc, beaucoup de fois, c'est les parois qui tombent et va couvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Le réemployage ici, c'est très dur et très humide. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de bois. Et on trouve seulement les traces du sarcophage. Dans les derniers jours de la fouille, une belle surprise est venue récompenser les efforts de l'équipe de Tommaso. La mise au jour des traces de 2 cercueils, de 2 vases complets et de 2 séries d'Ushepti. La première série contenait environ 200 figurines en faïence vert bleu. La deuxième contenait presque autant d'Ushepti momiformes en faïence bleu clair. La chambre c'est très large, donc ça peut être qu'on va fermer la bouche du puits et continuer la fouille l'année prochaine. Le matériel funéraire découvert dans la tombe STG SA14 a été rassemblé dans le magasin du site pour être étudié l'année prochaine. Le dégagement complet du caveau est reporté lors de la prochaine campagne. Les derniers blocs de grès sont acheminés par les ouvriers vers le secteur BCS afin de finaliser la matérialisation des structures disparues de ce bas-côté du temple. Donc en fait ici pour venir amener le bloc sur cette assise là pour fermer ici, et ben en fait on n'a pas le choix que de faire une rampe de terre quoi. Provisoire, d'accord. Voilà. Okay. On n'est pas très haut, hein. On a eu à monter des blocs à 1,75 m, donc là c'est des rampes qui sont assez longues. Donc c'est vrai que c'est des gestes dans lesquels on peut un peu s'imaginer comment travaillaient les anciens Égyptiens. Parce qu'eux, ils étaient dans le même cas, nous. Sauf que eux, sûrement qu'on peut imaginer que le temple, pour monter ces blocs, il était rempli de terre. Plus on est haut, et plus la rampe est longue. Voilà. Donc là, on est à 50 cm, donc ce sera pas... يا دين العين شبيحة وعامل سبيحة يا شيخ يلي عجب يا شيخ يلي عجب يا شيخ نظرك علي يا شيخ نظرك علي يا شيخ نظرك وفيت ويا شيخ اوعى تاخذ يا حمودة ورش الشارع مايه ورش الشارع مايه عارف الغالي جايه ورش الشارع مايه وريد غزالة صياد سيد الغزالة اوعوا سيد العين اوعوا يلا 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 Vous voyez, ce bloc, il sera taillé 2 fois. C'est un peu dommage, parce que tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Mais le parement fini du bloc, il se trouve au trait. Bon, voilà. Donc ce trait-là, il a été implanté au théodolite, sur toute la longueur, sur 60 mètres de long. Ce mur, il n'a pas été ravalé, ça fait très longtemps qu'il a été posé. Ici, on a un petit bloc, une chute en fait. Comme c'est un bloc qui ne va pas être apparent sur l'épaisseur, évidemment, on ne va pas gaspiller de pierre. Comme il n'y a pas vraiment non plus, on va remonter qu'une seule assise au-dessus, c'est pas une question de résistance ce mur. Mais donc on va passer un petit bloquin parce que la pierre ici, on ne nous la donne pas, quoi. Il faut l'acheter parce qu'elle n'est pas donnée. Bien sûr. Donc du coup, on va replacer un petit bloc ici pour pouvoir poser ensuite et fermer la dernière assise. On a aligné les blocs les uns aux autres avec des faces jointes dressées. Et ensuite, ces blocs, on a laissé ce qu'on va dire, nous on appelle ça le gras de la pierre.
Et ensuite, on implante dans ce bloc qui est en gras, on vient implanter le tracé du mur final. Donc au trait, on implante, et toute cette ligne là sur 15 mètres de long, hop, on va passer à la disqueuse. Alors là, il faut de la dextérité quand même. Hein. Eric, cette pierre-là va être amenée où alors exactement? Donc on est sur... c'est l'avant-dernière pierre. Donc c'est bientôt la fête. Donc en fait, tu vois, là on est en train de poser donc cet avant-dernier bloc, mais sur la deuxième assise. Donc en fait, tu verras de l'autre côté, on a fait une rampe. Sur cette assise, en fait, le bas du bloc, le lit d'attente, il est de niveau. On va avancer ce bloc sur l'assise et ensuite, une fois que le bloc sera mis en place, on va venir faire la face jointe. Une fois que cette face jointe est faite, on va pouvoir venir fermer et faire le joint sur l'avant-dernier bloc. Et ensuite, on a un bloc qui a été prévu à suivre là. Et puis ce sera la dernière pierre. Donc tu vois ici en fait on n'est pas très haut. Il nous est arrivé sur d'autres endroits du chantier de monter sur 2 voire 3 assises. Donc 2 voire 3 assises ça fait jusqu'à environ 1,80 m. Alors 1,80 m comme ça paraît pas grand chose. Sauf que pour monter un bloc comme ça à 1,80 m avec les moyens de notre bord, eh ben, il nous faut faire une rampe de terre sur une vingtaine de mètres. Et avancer notre bloc quoi. Comme au temps des pyramides. Comme au temps des pyramides. كراماتك أبو هاشم كراماتك أبو هاشم كراماتك أبو هاشم كراماتك أبو هاشم كمان هوب 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 مية مية عبد الرحيم صلي على النبي صلي صلاة النبي صلي يا موج رويك شوية يا موج رويك شوية خلي حبيبي يملى خلي حبيبي يملى نزول يملى حبيبي نزول يملى حبيبي هيصة على عين الناس هيصة وهيصة ولمة هيصة على الخلوة العمة هيصة وهيصة يا بحر هاب يا بحري يا بحري مية مية كده. Donc là, Eric, vous avez implanté le dernier bloc. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Il est impossible d'arrêter. C'est le roi, en fait, c'est le roi du bal. Ouais. L'architecte Eraldo Livio contribue depuis plus de 20 ans au relevé topographique et archéologique des dépendances du Ramesseum. Allora, la mia collaborazione al Tempio consiste nei rilievi dei muri, dei pavimenti e di tombe che si trovano. Questo è un lavoro un po' difficile, nel senso lungo, ci vuole pazienza e un aiuto di tanto in tanto degli operai perché è molto difficile. Il a été chargé d'établir les relevés des cuisines, des boulangeries, des intendances, de l'école, du palais royal, ainsi que de tous les dallages antiques qui revêtent les déambulatoires du temple. Io devo misurare tutti i pavimenti, i muri, i mattoni, eccetera. Quello che vedo, quello che trovo. E le tombe sì. Sulle tombe, la longhezza, l'altezza, la lunghezza, i pozzi, i muri dei pozzi e la posizione nelle camere. Ces dernières années, il a notamment entrepris le relevé des vestiges des chapelles funéraires de la 3e période intermédiaire qui bordent le mur sud des dépendances nord et celles établies sur la terrasse derrière le sanctuaire. Avec des moyens très simples,
il a accompli un travail d'une très grande précision. Oui, avec le mètre, avec de l'électronique, per essere più veloce. Fait tutti i disegni con la trigonometria semplice, il principio, la base. Eraldo, franchement, vous réalisez un travail pharaonique. Mais vous en avez encore pour de nombreuses années. Oui, certo, è un lavoro che non ha una continuità nel lavoro degli operai. Quando trovano qualcosa mi chiamano e io devo fare un rilievo veloce, un rilievo subito, istantaneo, per proseguire nei lavori di restauro, di pulizie, eccetera, eccetera. Par ses ruines romantiques et son histoire emblématique, le Ramesséum a attiré nombre d'artistes. Dessinateurs, peintres et lithographes ont voulu immortaliser ce temple de Ramsès II que Champollion considérait comme l'un des plus purs et nobles monuments de Thèbes. Déjà en 1738, Frédéric Norden nous en avait livré un premier dessin. En 1799, les savants et artistes de Bonaparte comme Denon, Cécile et Dutertre en laisseront aussi de beaux témoignages. Plus tard, en 1838, David Roberts en produira encore 2 belles lithographies. Puis, bien d'autres artistes après lui viendront au Ramesséum et le reproduiront, chacun avec talent. L'atmosphère est tendue du côté de la tombe de ces Étépibrés. Eric doit sécuriser le travail des ouvriers de l'équipe de Christian par l'installation d'un palan qui maintiendra l'imposant bloc de grès au-dessus de l'hypogée. Le but de l'opération, c'est donc de remettre en place ce linteau là. On voit qu'il s'est effondré en fait sous la voûte, et donc il s'agit de pas de l'enlever, mais de regagner le niveau qu'il a perdu là, à force de l'effondrement qu'il y a eu ici. Alors, voilà le grand, le chef. C'est toi le chef, hein? Ça va? Ça va, Mohamed? Ah, très bien, ça va, ça va, Alcool. On est en plein dans une grande opération, tu vois. Allah yaddikoum al-afia. Allah yaddikoum al-afia. D'accord. Une tombe très ancienne en plus. Ah, c'est bien ça, c'est très bien. لا لا ما فيش مشكلة. انت تقيل على الحجر. مثل هو لا انت تقيل. هو مش نقلب في صينية. انت تقيل. C'est un palan qui permet de maintenir la pierre pour qu'il puisse retirer en dessous des blés d'abord, et puis en même temps aussi un aménagement qui avait été fait par les Anglais à la fin du 19e siècle. Donc une sorte de pilier, mais qui était assez instable apparemment. Donc on va pouvoir nettoyer tout ça. Ça va Eric, t'es satisfait? Ouais, c'est bien. لو انزل وتساعدنا عشان هو نزيل ويخش جوا كده كويس بس تمام. Et ensuite, à partir de là, envisager de reconstruire une structure solide qui permette de faire que la pierre repose dessus sans le moindre danger. Donc à partir de là, on pourra soulever la pierre pour lui redonner une horizontalité qu'elle a perdue aujourd'hui. تمام اسالك 100 100. انتوا زي الفل دلوقتي. تمام 100 100. It's okay? Ok 100 100. Malgré certains doutes, l'imposant bloc de grès est à cet instant encore considéré par Christian et Samet comme étant le linteau de la porte d'entrée de l'hypogée. Mais les éléments que révéleront l'avancée des travaux et les nouvelles découvertes balayeront cette hypothèse, rendant caduques les opérations de soutien et de repositionnement initialement envisagées. Ici, avec M. Ragab Ennoubi, maintenant il travaille avec nous dans cette mission. Et cette mission, il y a beaucoup de morceaux de poterie ici. Actuellement, c'est un spécialiste
pour connexion le poterie. Il y a poterie pour le Bottlemike et le moyen ampère tombe. Et puis il y a aussi les travaux, si vous voulez, d'études qui sont ceux, par exemple, du matériel archéologique, hiératique notamment, donc les ostracas en particulier, qui sortent des fouilles et qui nécessitent évidemment d'être étudiés. Et là, cette année, bien, il y a un jeune hiératisant qui est venu se joindre à nos travaux et qui va permettre justement de pouvoir étudier tout ce matériel. L'essentiel des documents ici sont des ostracas, du coup écrits en hiératique. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que justement le hiératique constitue la première écriture que les Égyptiens anciens apprenaient. En fait, je traite tous les ostracas de tous les secteurs, quelle que soit l'époque. Il s'agit soit d'un matériel littéraire, donc qui peut être en rapport notamment avec la maison de vie du Ramesséum. Par exemple, ici au Ramesséum, on a une école, la Père Henre. On a des ostracas qui sont des documents purement littéraires et qui étaient donnés aux jeunes scribes pour apprendre à se perfectionner avec l'écriture hiératique et aussi la langue égyptienne. Soit un matériel comptable ou économique et qui est en rapport justement avec les structures économiques du temple. Alors ici il s'agit d'un ostracon, d'un tesson céramique qui est écrit en hiératique et qui veut simplement dire ici l'an 5, vin très très bon pour la fête avec une petite erreur. Pour la fête, probablement pour la fête d'un pharaon. Et là, juste en dessous, on a du coup la provenance et on nous indique ici que ça provient du domaine d'Amon. Il s'agit d'étiquettes de jarre qui nous enseignent la qualité, la date et les moyens par lesquels les produits sont arrivés dans le temple. Voilà, en fait, ces documents, ils ont un intérêt particulier pour comprendre à la fois la gestion, l'économie, mais aussi l'administration. Donc toutes ces données, toutes ces informations sont très précieuses, si vous voulez, pour mieux connaître finalement ce qui s'est passé dans ce monument à l'époque de Ramsès II. Alors là, je suis en train de dégager les concrétions qui sont sur ce texte pour que Kevin puisse lire plus clairement et puis pouvoir prendre des photos vers ici. Depuis 15 ans, Philippe Martinez effectue le relevé épigraphique et iconographique des murs, pylônes et colonnes du temple. Il nous attend devant la représentation de la bataille de Dapour afin de nous en dévoiler certains détails. Les relevés épigraphiques du temple, donc en fait le fait de s'intéresser à tout ce qui est la partie décorative, ont recommencé en fait vers 2005. On s'intéresse à toutes les phases, à toutes les traces en fait de transformation humaine en fait du monument. Et donc là dans ce cas-là de ne pas s'intéresser seulement aux hiéroglyphes eux-mêmes, mais aussi à toutes choses comme des marques d'outils, des graffitis. Et là en fait si on s'intéresse simplement à l'équipage royal, on s'aperçoit qu'il y a le char royal tiré par 2 chevaux et puis Ramsès II dessus, tout seul dans la bataille. Et puis si on regarde des détails, on s'aperçoit que le texte qui concernait les chevaux était en fait au-dessus de près de la tête de ceux-ci. Il a ensuite été plâtré et on retrouve le même texte juste au-dessus du dos des chevaux. Donc ça c'était la question, déjà noter ce fait-là, puis après essayer de savoir pourquoi. Dans ce cas-là, au-delà en fait du déplacement de cette inscription, eh bien en fait on s'aperçoit que les chevaux, du moins ça a été vu comme ça, ont une drôle de tête. Le premier commentateur a dit « l'artiste égyptien est pas très bon, ses chevaux ont l'air de lions ». Quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a bien le mufle avec les naseaux des chevaux qui sont là, et juste au-dessus, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une autre bouche avec des grandes dents et puis des oreilles bien rondes. Donc les chevaux n'ont pas l'air de lions. En fait, ils sont décorés avec un masque qui les représente comme des lions. Le char de guerre de Ramsès II, les chevaux sont montrés comme des animaux menaçants qui en fait se lancent dans la mêlée et écrasent les ennemis. Ramsès II porte le reprèche, en fait le casque de guerre de Pharaon. On s'aperçoit que c'est quasiment la couronne préférée d'Akhénaton.
Et Akhenaton, qu'on décrit en fait comme le roi pacifiste par excellence, il n'aurait jamais fait la guerre, ensuite. Donc pourquoi porterait-il au quotidien en fait un casque de guerre? Il faut vraiment rayer complètement cette idée et se dire que le nom même de la couronne est sans doute signifiant, Reprèche, on trouve la racine répère, et donc ça voudrait dire qu'au moment où le roi met cette couronne, en fait il est d'une certaine façon un être en devenir. Le roi non seulement porte le Reprèche, mais en fait au-dessus de sa tête se trouve en fait un disque solaire. C'est que quand le roi se trouve surmonté d'un disque solaire, la divinité solaire est présente dans le roi. C'est-à-dire que le roi, à ce moment-là, est habité par Dieu, et la victoire en fait égyptienne est bien la preuve de la puissance divine. Les chevaux en fait sont Chou et Tefnut, les enfants du dieu solaire, qui, comme on le sait bien, sont en fait deux lions sauvages, et à ce moment-là, Chou et Tefnut seraient là aussi en train d'aider leur père à massacrer les ennemis de l'Égypte. Et donc en fait, pour moi, cette grande scène militaire, la grande scène qu'on a là, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve au-dessus, c'est-à-dire le roi en train de faire une offrande à Dieu. Et en fait, le roi qui fait offrande à Dieu, en fait, il le fait parce qu'il est lui-même habité par Dieu. Le relevé numérique du temple a commencé en 2000 exactement, donc on va bientôt en fêter les 20 ans. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé en fait ce type de caméra 3D en fait pour modéliser l'ensemble du temple dans l'état où il se trouve. Et puis comme la précision de ces machines-là ne suffit pas pour représenter la décoration, en fait, depuis quelque temps, au-delà du fait que j'ai fait le relevé épigraphique par le biais du dessin, en appliquant des grands calques sur les reliefs, mais en fait, on a fait aussi ce qu'on appelle de la photogrammétrie numérique, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un nombre très important de photos avec beaucoup de recouvrement. On a quasiment 75% de recouvrement de photographie à photographie. Et donc, à partir de ces photographies qui nous donnent, elles aussi, de toute façon, une représentation fidèle du monument, eh bien, en fait, on va aussi obtenir une représentation assez précise. On est de l'ordre du millimètre, un petit peu même en dessous, en fait, des reliefs qui sont là. Et donc, là, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, 20 ans après, c'est qu'on utilise une nouvelle génération pour pouvoir, en fait, premièrement, obtenir un plan interactif du temple. On espère que le visiteur virtuel, par le biais d'un site, pourra, en fait, sauter d'un endroit à l'autre et voir le temple, et même, on va dire même mieux qu'il ne le verrait sur site, puisqu'il y a des points de vue qui sont pris à 6 mètres de haut, ainsi de suite. Mais deuxièmement aussi, là, il y a le fait qu'on va pouvoir utiliser, au bout du compte, le modèle numérique qui est créé pour transmettre de l'information. Et donc, en fait, ça peut être de l'information égyptologique, ça peut être de l'information architecturale, on va pouvoir donner les mesures, en fait, des différentes parties du temple, ainsi de suite. Et aussi, ça nous permet d'envisager une restitution. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir en fait une représentation la plus complète possible du temple de Ramsès II, de son château de millions d'années. Mais en fait on espère en fait avoir un atlas tridimensionnel de la rive gauche. Et donc pouvoir avoir accès au moins à tout ce qui est connu. À cet épibré, changement de programme. Christian et Sameh doivent dégager de la sépulture 4 énormes dalles en grès pesant chacune environ 3,5 tonnes, toutes retrouvées entre la descendrie et le corridor souterrain qui s'enfonce vers l'ouest. L'une de ces dalles était, il y a quelques jours encore, considérée par les égyptologues comme étant le linteau de la porte de l'hypogée. En
réalité, ces énormes blocs semblent provenir de la toiture de la salle du trésor annexe du Ramesséum. La première dalle dégagée a dû tomber accidentellement lors du démantèlement tardif de la salle en écrasant la voûte en terre crue de la tombe du Moyen Empire. Les 3 autres qui bloquaient par leur disposition l'entrée souterraine de cette tombe semblent avoir été volontairement placés à cet endroit, peut-être par les archéologues anglais qui envisageaient d'y effectuer plus tard de nouvelles recherches. On a pu observer que sur la 4e des énormes dalles extraites, l'une des faces portait un décor peint. Sur un fond gris-bleu, évoquant le ciel, sont reproduites des étoiles à 5 branches de couleur jaune-or. Ce décor, qui était visible lors de l'extraction du bloc, suggère que celui-ci n'est pas tombé accidentellement, car sinon cette face peinte aurait dû se trouver sous le bloc. La fin de la mission approche, et le redégagement de la sépulture a pu être partiellement réalisé sur une longueur de près de 7 mètres, révélant une partie des scènes relatives aux funérailles de ces Étépibrés. La poursuite des fouilles l'année prochaine apportera certainement beaucoup de surprises et de belles découvertes à Christian et Samé. On a sur le chantier quand même une très grosse équipe qui permet de pouvoir bien avancer les travaux. La 31e campagne de fouilles s'achève donc dans le château de millions d'années de Ramsès II. Les équipes de la mission archéologique française de Thèbes-Ouest ont une nouvelle fois œuvré à la restauration et à la valorisation du Ramesséum. La 32e campagne de fouilles promet déjà de nombreuses découvertes. Finalement, je veux remercier beaucoup pour le directeur général de mission, Dr Christian Lebrun, pour la grande chance pour travailler avec lui dans le Ramesséum. Et tout l'ouvrier aussi, je veux élever très merci, Monsieur Lebrun. Très merci. Christian Alf Moktaf avec Alf Chouk. الدكتور كريستيان بلو ان شاء الله هو كويس جدا ودكتور راجل محترم جدا وفيري نايس الدكتور كريستيان بلو. Merci Christian et Monique Nelson pour toutes ces années de confiance et de collaboration. Mais c'est vrai que notre travail, c'est vraiment un travail d'équipe et j'aimerais aussi remercier les inspecteurs du service d'Antiquité et tous les ouvriers qui ont travaillé avec nous pendant ces années. L'équipe et moi-même voudrions remercier Christian pour l'aventure qu'il nous propose de travailler ensemble. شكرا المدير كريستيان لوبلو. احنا مبسوطين عشان الشغل كل سنة هنا شغل 100 مع المدير. Merci Monsieur Leblanc, bonne santé. Un grand merci à Christian pour le bonheur d'être en Égypte sur un chantier de fouilles et être en compagnie de Ramsès II au quotidien. Merci Monsieur Leblanc. Dédicace spéciale pour Christian Leblanc devant le temple de Dendur au Metropolitan Museum de New York. Voilà Christian, encore un grand merci pour nous faire partager vos connaissances tout simplement. Voilà, un grand merci à vous. E ringrazio il signor Christian Leblanc per l'opportunità di poter lavorare in questo magnifico tempio. Grazie. شكرا مسيو كريستيانو شكرا كثير. Merci Christian, merci. Quand Christian Leblanc nous a proposé de fouiller au Ramesséum, c'était incroyable.
nous a permis de vivre une expérience merveilleuse dans un des plus beaux et intéressants sites d'Égypte, où des personnages comme Lepsius, Petri, Carter et Belzoni ont travaillé. Merci Christian et à la prochaine mission. Merci. شكرا للدكتور لبلان كريستيان. Excellent. Merci beaucoup, Christian. I am very happy to work with you, Christian. I want Christian to come to Egypt every time because he helped all the people to work in the Ramesseum. Monsieur Christian Leblanc, mille merci. And thank you, and we wish all the year for you. A million. Alors un grand merci Christian, hein. Un grand merci de ma part et de toutes nos parts, hein, pour tout ce que tu nous permets de vivre chaque année là. C'est vraiment un rêve magnifique qu'on peut vivre ici. Vraiment, sans toi Christian, ici le Ramesseum, ce serait vraiment pas pareil. Donc un grand merci et puis Faddal. Voilà, je tiens à remercier Monsieur Leblanc pour m'avoir donné l'opportunité de venir en Égypte pour fouiller déjà au Ramesseum. Je remercie Monsieur Leblanc et Monsieur Hicham pour partager dans ces maisons. Bonjour Christian, j'ai participé aux travaux à la fois dans la vallée des Reines et au Ramesseum. Cette longue amitié nous a liés et c'est vraiment avec un grand bonheur que je t'en remercie de tout mon cœur, vraiment très sincèrement. Shukran Christian, merci beaucoup Christian pour travailler avec vous. Je voulais dire un grand merci à Christian de m'avoir permis de poser mes caméras au Ramesseum, d'avoir pu réaliser, je l'espère, un film exceptionnel avec des interlocuteurs fantastiques. Al-Shukr, Christian, merci beaucoup. Shukran Christian. Après, moi. انت بهدلني غلدو. تمام.